Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Bonjour à tous, bienvenue, épisode 8 de Biam, Épisode 8. le podcast. Les étiquettes dans le vin. Ouais, on a choisi de parler de ce sujet parce que donc moi Mathilde, je suis rentrée en France en septembre 2024 et à ce moment-là on est allé au restaurant avec mes parents et il y avait une étiquette, enfin on a commandé une bouteille de vin sur laquelle il y avait une étiquette qui disait vignoble en voie de disparition, avec un numéro de bouteille. On mettra de toute façon, je pense, la photo en référence peut-être dans un article ouais, sur le site. Et du coup, ça m'avait interpellée. J'en avais parlé un petit peu à Alice de comment est-ce que en fait, les étiquettes sont considérées au moment de la fabrication, ne serait-ce que du vin, ou comment est-ce qu'en fait ça rentre dans le plan marketing pour une référence de vin. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en parler parce que c'est vrai que c'est un aspect auquel on pense pas vraiment mais qui finalement impacte vachement les ventes, l'achat, la façon dont on réfléchit. Enfin, j'imagine que les producteurs réfléchissent... Le spoiler. Oups. J'ai donné la réponse avant de poser la question. Oups. Sorry. Donc toi aussi tu penses que c'est vraiment très important d'avoir des belles étiquettes. Mais après c'est vrai que quand on y réfléchit 2 secondes, on choisit une bouteille de vin quand on connaît pas vraiment le vin, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est les histoires de cépage, qu'on ne sait pas vraiment la différence entre un Cabernet Sauvignon et un Grenache par exemple. Tout à fait. Les différences de goût que ça peut être. Maintenant c'est vrai que souvent il y a des mentions soit sur l'étiquette de la bouteille, soit sur l'étiquette du distributeur, du commerçant, qui dit que c'est plutôt doux, que c'est plutôt sec, que c'est plutôt XYZ, mais si on n'a aucune information et qu'on s'y connaît pas en vin, en fait, le seul repère qu'on a, c'est l'étiquette. Oui, il y a 2 éléments, en fait, qui souvent, pour les personnes qui veulent tenter quelque chose de nouveau, un vin qu'ils n'ont jamais consommé jusqu'à présent, il y a plusieurs éléments qui rentrent en fait en ligne de compte pour juger de quel flacon ils vont choisir. Soit c'est l'étiquette effectivement, soit c'est les médailles. D'accord. En fait, c'est les 2 points. On se dit du coup si ce vin-là il a une médaille, ça veut dire qu'il n'est pas trop dégueu. C'est vrai que par rapport à d'autres produits qu'on peut trouver aussi au supermarché comme des gâteaux ou on est quand même sur un investissement un peu plus important parce que les bouteilles sont encore plus au Japon qu'en France, mais c'est vrai que les bouteilles de vin sont vite assez chères et l'endroit où on va acheter sa bouteille de vin proposera pas forcément exactement une dégustation pour la bouteille qu'on réfléchit à acheter. Et du coup, le truc des médailles, c'est rigolo parce qu'on est encore sur du visuel au final. Ouais. On est encore sur quelque chose qui est collé sur l'étiquette, qui est pas forcément imprimé sur l'étiquette, mais qui est quand même apparent sur la bouteille. Donc, encore là, on voit qu'il y a une réflexion faite au niveau de la vue. Tout à fait. Du coup, au niveau des étiquettes, c'est vrai que il y a une vraie réflexion qui est stratégique, commerciale, évidemment. Mais en fait, il faut se dire que, un peu comme quand on choisit un livre, malgré tout... Une bouteille, avant de savoir ce qu'il y a vraiment dedans, on regarde son étiquette. L'étiquette, elle donne quand même aussi beaucoup d'indices sur quel genre de vin ça va être. Quand on est sur des vins naturels, quand on est sur des producteurs qui sont indépendants, etc., on va avoir des étiquettes qui sont assez playful. On va avoir sur les vins américains aussi, on a beaucoup de choses comme ça, des étiquettes qu'on verrait vraiment pas en France. Dans les domaines plus traditionnels, la Bourgogne, le Bordeaux par exemple, là on va avoir des étiquettes avec une illustration du domaine, avec une illustration du château, ce genre de choses.
Donc ça, c'est aussi un statement qu'on essaie de passer avec les étiquettes. Classico-classique. Et on voit vraiment une évolution, en fait, au fur et à mesure des années, entre les étiquettes qui étaient vraiment classiques, on va dire, dans les années 80 et ce qu'on a maintenant, et c'est vraiment très, très différent. Est-ce que tu penses que c'est lié à le changement de génération ? Est-ce que les jeunes générations sont moins attirées par, on va dire justement, ce genre de motifs classico-classiques, ça a moins de sens pour eux ? Ou est-ce que, par exemple, des grandes maisons ou des domaines déjà installés passent carrément de l'autre côté et font des étiquettes très très modernes, avec justement plus le château ou le domaine En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les étiquettes de base, c'est que les maisons en elles-mêmes réfléchissent à leurs propres étiquettes, c'est un phénomène qui est super récent. D'accord. On fait du vin depuis des centaines d'années, des milliers d'années, mais en fait, avant 1945, c'était souvent en fait les négociants qui faisaient les étiquettes, en fait. Ils achetaient les vins et ensuite eux mettaient en bouteille et eux mettaient leurs propres étiquettes. Baron Philippe en fait a fait une réflexion vis-à-vis des étiquettes et c'est lui qui a été quand même le pionnier en fait dans la création d'étiquettes pour ses vins à lui. Et maintenant c'est devenu une base, c'est comme la mise en bouteille au château, ce genre de choses. Ça c'est des réflexions qu'a eu en fait Baron Philippe à la base. D'accord. Et c'est vachement intéressant de voir qu'en fait en 1800, par exemple, les étiquettes, c'était pas du tout les producteurs qui réfléchissaient à ça. C'était vraiment sur la partie commerciale. Et donc, en fait, ça revient aussi à pourquoi, en France, on retrouve beaucoup dans les domaines qui existent depuis longtemps, le même style d'étiquette, en fait. Et ça vient de là. Mais du coup, ça veut dire que, à la base, on va dire que les producteurs n'avaient pas mainmise sur comment est-ce qu'ils étaient perçus par les clients. Ouais. C'est exactement ça. Et que ça, c'est quelque chose que, notamment, Baron Philippe a changé. Et c'est vrai que là, ce que tu disais, mise en bouteille au domaine, il y a des étiquettes qui le mentionnent et des étiquettes qui le mentionnent pas. Et donc, du coup, là, ça fait sens, en fait. Celle où c'est pas noté, c'est que ça n'a pas été mis en bouteille à la maison, en fait. Ou que du coup, maintenant, c'est plus forcément un facteur, mais effectivement, en général, ça fait partie de ces choses-là qu'on a envie de mettre en avant. La possibilité du producteur de faire ses propres étiquettes, ça permet pour lui de mettre en avant les cépages qui sont effectivement présents dans le vin, si effectivement il y a un nombre de bouteilles, de pouvoir l'inscrire dessus. Oui. C'est la volonté aussi de traçabilité des producteurs, souvent de vouloir être le plus honnête dès le premier visuel, en fait, dès le premier coup d'œil. Et ça, c'est vrai que c'est très très intéressant de voir les choix de papier qui sont utilisés, la taille des étiquettes qui sont effectivement utilisées. Il y a de plus en plus de techniques qui permettent d'avoir de customiser au maximum en fait ses propres étiquettes et d'avoir une vraie étiquette qui est à l'image du vin qu'on a créé. Ça, c'est vraiment super agréable de voir ça. Et du coup, ça tombe bien, ça enchaîne avec notre deuxième... on va dire, grand sujet qui est le storytelling à travers les étiquettes et donc justement de pouvoir communiquer quelque chose, en fait de vraiment pouvoir parler de toi en tant que producteur ou en tant que grâce aux étiquettes et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure on choisit un livre par sa couverture et par la 4e de couverture en général on lit le résumé. Il y a certains producteurs de vin qui mettent une petite histoire ou un petit quelque chose sur l'arrière de la bouteille. Personnellement, c'est quelque chose que je ne lis jamais. Parce que ça me paraît... pour moi, ça fait pas... c'est pas un facteur pour toi. Ouais, c'est pas vraiment un facteur. Mais en termes de storytelling, ça fait complètement sens, en fait, de parler un petit peu des vignes, de comment le vin est produit, un peu l'histoire du producteur. Quand on change... parce qu'on va y revenir un petit peu après, mais j'imagine qu'il y a des vins qui ont changé complètement d'étiquette entre, tu vois, leur début, où c'était fait par des négociants, et ensuite ça a été repris par la maison, et ensuite ils ont évolué avec le temps. Vous, chez BPHR, quand il y avait donc que ce soit sur les vins de marque, que ce soit sur les vins de château, que ce soit sur... j'imagine que toutes les gammes ont eu droit à leur refonte d'étiquette. Quels sont les points
essentiels en fait qui sont réfléchis? Est-ce que ça va être justement le storytelling? Est-ce qu'on veut garder est-ce qu'il y a un élément qui est resté du début jusqu'à la fin, quand tu vois des premières étiquettes à aujourd'hui? Est-ce qu'au final on casse tout et on compte sur le nom? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des... Je pense que ce qui est un super exemple de mon vécu aussi, clairement, c'était l'évolution de l'étiquette de Mouton Cadet. Ok. Parce que du coup... Donc Mouton Cadet, c'est les vins de marque. Vins de marque, ouais. Vins de marque de Bordeaux. De chez Baron Philippe de de chez Rothschild. Baron Philippe de Rothschild. Et en fait, c'est un vin qui a été créé en 1930. Et son étiquette, en fait, a énormément évolué au fur et à mesure des années, avec des éléments, en fait, qui ont apparu, puis qui ont complètement disparu. Une typo qui est restée un peu la même, mais en même temps qui, au fur et à mesure, a évolué, parce qu'effectivement, les techniques ont fait qu'on peut avoir des typos de plus en plus stylisés, avec des côtés un peu plus sympathiques ou un petit peu plus distants, et puis les codes esthétiques qui, de toute façon, évoluent au fur et à mesure des années. À l'époque... Mouton Cadet rouge standard, c'était une étiquette qui était blanche. D'accord. Avec une écriture bleue. D'accord. Et un peu de doré dessus. Bon, ben, on a... Ça, blanc, bleu, doré, c'était les couleurs de base chez Baron Philippe ou pas particulièrement? Ou c'était vraiment juste pour le rouge standard ou... Le rouge était avec ces codes-là. D'accord. Le blanc était avec des codes de vert. Ok. Et un peu de doré, sauf erreur. Donc il n'y a pas vraiment de couleur qui est un fil rouge sur toute la gamme des vins de marque de chez BPHR à la base. Le code doré. Le code du bleu pour le rouge et le vert pour le blanc est resté quand même pas mal. Ok. Donc on réussissait en fait à distinguer par la couleur de la capsule et par la couleur de la typo de l'étiquette. D'accord. Et évidemment la couleur de la bouteille et la couleur du vin en lui-même. À savoir quel genre de vin on avait. Mais typiquement, maintenant, Mouton Cadet, c'est une étiquette noire. D'accord. Avec des traits de rouge dessus. Ouais. Une étiquette qui est beaucoup plus grande. Ouais. Ça, c'est pour le vin rouge? Ouais. Le vin blanc, il n'a pas d'étiquette noire? Non. Ouais. Donc, il n'y a plus de bleu, plus de blanc et plus de doré? Non. Ok. Oui, donc ça a complètement... La logique derrière ce changement d'étiquette, tu as un peu les coulisses ou... Oui, en fait, il y a eu une grosse étude qui a été faite par rapport à l'origine de Mouton Cadet. D'accord. Par rapport aussi, énormément d'interviews qui ont été faites aussi avec les acteurs commerciaux en fait, de Mouton Cadet dans le monde entier. Comment eux percevaient Mouton Cadet. Mouton Cadet, la particularité de Baron Philippe de Mouton Cadet aussi, c'est que du coup, ça vient c'est une entreprise familiale. Donc il y a toute cette histoire-là aussi qui est importante. C'est le travail de toute une région pour faire des vins à l'image de Bordeaux et la meilleure expression des terroirs qui ont été sélectionnés. Et donc il y a eu un énorme travail de réflexion autour de qu'est-ce que c'est en fait Mouton Cadet. Et on a pu ressortir avec ces étiquettes-là, avec une meilleure compréhension et surtout une bouteille qui clashait énormément sur les étagères. Qui clashait du coup, qui sortait du lot, qui avait rien à voir avec ce qui était présenté en fait, à ce moment-là. À l'époque, quand Mouton Cadet a changé d'étiquette pour son étiquette noire, l'étiquette était encore... La première étiquette noire qui est sortie pour Mouton Cadet, elle était très très grande. Elle a été réduite. Mais en fait, un packaging comme ça dans les étagères au Japon par exemple, on en avait très très peu. Encore. Donc du coup, la refonte des étiquettes, elle est passée sur une analyse de l'histoire. Donc on est vraiment sur le côté storytelling. Bien sûr. Qui a en fait déclenché toute la réflexion autour de qu'est-ce que Mouton Cadet. Mouton Cadet, c'est une marque qui se veut dynamique, qui le montre par ses innovations, etc. Maintenant, c'est une marque qui existe depuis très très longtemps. Donc c'est toute l'idée de... comment on peut rester jeune et dynamique en ayant en fait un historique important. Garder tout le passé et en faire son futur. Et ça, c'était très intéressant de voir le process des équipes à Bordeaux qui ont fait ça. Alors, on s'éloigne un tout petit peu du vin. Enfin, on reste dans les alcools, mais nous, on connaît un tout petit peu le champagne Telmont, qui, pareil, a beaucoup retravaillé ses étiquettes récemment. Notamment parce qu'ils souhaitent véhiculer leur engagement écologique.
avec Telmont, où moi, ce que j'avais vu en rentrant cet hiver, à l'automne, on voit que les producteurs et le branding et le marketing se fait vachement en termes d'engagement politico-sociaux, à quel point est-ce que les marques ou les producteurs sont impliqués dans... Est-ce qu'ils font du bio ? Est-ce que c'est HVE ? Est-ce que... Et c'est pas juste de pouvoir le mettre sur l'étiquette. En plus, c'est des vrais investissements pour le bien des vins, pour le bien des équipes qui travaillent dans les vignes. Et du coup, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Ces efforts qui sont faits, c'est pas forcément... Certaines marques vont faire du greenwashing, bien sûr, mais... C'est quand même une vraie avancée. Il y a quand même des vraies choses qui sont mises en place. Sinon, l'étiquette, elle serait pas validable. Je pense que... notamment sur la France et nos générations et les générations plus jeunes, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur la décision d'achat. Est-ce que au Japon, ces considérations-là impactent beaucoup l'achat, ou est-ce que les gens vont être juste sur un nom, ou est-ce que ça va être sur du design ? Le design beaucoup, le nom énormément. Ouais. Donc clairement... Quand on connaît la maison, on aura tendance à faire davantage confiance. En termes de gamme de prix, il y a toujours les prix qui sont un barrage psychologique. Donc c'est avoir un vin qui est par exemple à 2500 yens avec une étiquette qui fait très très cheap, on aura tendance à pas prendre, parce que du coup des fois c'est aussi le cerveau qui n'arrive pas à faire le lien en fait. C'est-à-dire que si tu as un vin qui est 2500 en soi, ça reste du daily, c'est pas très très cher. Quand on passe les 3-4 000, 3000, 4000, 5000 yens, là on s'attend à un full package vraiment chouette, qui doit aller avec le vin, bien évidemment. Mais 2500 yens, on est quand même sur des gammes de prix qui sont quand même supérieures pour... Parce que pour info, là on enregistre fin octobre, 2500 yens, ça doit être dans les 16 €, quelque chose comme ça, la bouteille. Donc pour la France, pour du daily, on est déjà sur une bouteille qui est... Oui, on n'achète pas du daily en France à 16 €. Ouais. Au Japon, il y a aussi bien évidemment des bouteilles à 1000 yens. Bon rouge. Incroyablement une qualité à toute épreuve. Mais c'est vrai que sur les dépenses en vin au Japon, on va plus volontiers mettre plus de 10 €, on va dire, la bouteille. Ouais, c'est ça. Qu'en France, sur des petits prix, 10 €, ça commence déjà... 12, 13, 14 €, on commence déjà à avoir du vin. En France, on peut facilement avoir des très très bonnes surprises à vraiment pas cher. Autant au Japon... en général, si c'est vraiment pas cher, c'est assez rare d'avoir une bonne surprise. Ça peut, mais ça existe. Ok, donc du coup, au Japon, les considérations, on va dire, écologiques, sont pas forcément facteurs d'achat autant qu'elles pourraient l'être en France, par exemple. Oui, clairement. Je pense que on en parlait sur d'autres sujets, mais c'est vrai que je trouve que, de manière générale, même les jeunes générations de Japonais sont pas aussi... conscients, investis de l'impact écologique que nos modes de consommation ont sur la planète. Et la problématique des bouteilles lourdes, par exemple, pour l'empreinte carbone, etc., ça, c'est des facteurs qui sont mis en avant par les producteurs, parce qu'effectivement, c'est très important pour les consommateurs en Europe, aux États-Unis. Autant ici... Ma perception, c'est que ça reste encore un facteur en plus, mais c'est pas ça qui va te faire choisir ta bouteille de champagne ou de vin in fine. Au final, ça va vraiment plutôt être au Japon. On en avait déjà parlé, je crois, ou là on en parle dans un article sur le site. Au Japon, l'apparence est très très importante. Donc en fait, comment est-ce qu'on va présenter un paquet, que ce soit un cadeau, que ce soit une bouteille de vin, que ce soit n'importe quoi en fait dans les supermarchés, etc. À partir du moment où on veut donner une image un peu haut de gamme, l'emballage est incroyable. Il y a un soin qui est apporté. Des fois c'est un peu too much. On va se retrouver avec un carton de 20 par 15 pour une mangue et beaucoup de plastique.
Donc ça fait protège. Pas trop sens. Ah oui, il faut protéger la mangue. Alors là, pas vraiment sens pour nous, mais clairement l'aspect esthétique des emballages au Japon impacte énormément les décisions d'achat des consommateurs. Et donc là, effectivement, d'après ce que t'en dis, ça marche aussi avec le vin. Et du coup, ça nous amène sur un des derniers points qu'on avait, qui sont un petit peu les tendances actuelles et... donc les tendances actuelles de production d'étiquettes en général, conclure avec une pratique qu'il y a chez Baron Philippe avec Château Mouton. Donc tout d'abord, les tendances actuelles, on a pas mal d'étiquettes maintenant qui ont des QR codes, qui permettent en fait d'orienter le consommateur vers le site du producteur ou vers les informations que le producteur veut leur donner. On a pas mal d'étiquettes qui vont être un peu minimalistes. Ou alors des étiquettes où il y a plein d'infos. Moi, je trouve que c'est un peu tout ou rien. Récemment. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à aller vers du minimaliste. Parce que quand il y a trop d'infos, ça noie le poisson. Enfin, c'est un peu louche, je trouve. Alors que probablement pas. En termes de comportement d'achat des Japonais, est-ce que tu as remarqué s'ils allaient plus vers des étiquettes minimalistes ou des étiquettes très chargées en informations ? Souvent, je trouve que les vins qui sont disponibles ici ont une étiquette qui est relativement simple, mais avec beaucoup d'informations sur la contre-étiquette. Parce que du coup, il y a l'étiquette frontale et la contre-étiquette. Donc la contre-étiquette, c'est au dos. C'est là où il y a la composition, c'est là où... En fait, certaines maisons vont décider, c'est le cas de Telmont, de mettre les cépages sur l'étiquette frontale. Souvent, en fait, on va avoir une étiquette qui est plutôt libre d'informations, en fait, avec une illustration impactante, par exemple, et puis le millésime, si millésime il y a, peut-être juste le cépage principal, et qui l'a fait. Et ensuite, on va sur l'étiquette, la contre-étiquette, pour savoir, effectivement, la quantité, le niveau d'alcool, ce genre de choses, toutes les informations qui sont liées clairement à l'importation, qui sont nécessaires sur la contre-étiquette, et aussi les cépages si on a envie de savoir, etc. Il y a des spécificités au marché japonais qui font que certaines informations sont obligatoirement présentes sur la contre-étiquette. C'est pas des informations qui sont ni particulièrement jolies à mettre en avant sur l'étiquette frontale. Je trouve qu'on est sur des étiquettes frontales relativement épurées ici. On va vraiment mettre en avant une belle illustration. Et le standing du vin va vraiment passer par la qualité de papier, est-ce que c'est un papier qui est mat. On a de plus en plus d'étiquettes avec des papiers qui sont mat, qui font un petit peu, du coup... plus classe. Qui font un peu plus classe, où c'est plus facile, en fait, d'avoir aussi un visuel un peu plus sustainable. Film en plastique. Et pour rebondir sur ce que tu disais, là, avec les informations... obligatoire à mettre sur les étiquettes. Il y a des normes en France et en Europe qui sont sensiblement similaires, j'imagine. Chaque pays est différent. Typiquement, pour la Chine, toutes les informations qui sont sur l'étiquette frontale doivent être absolument traduites. Sur l'étiquette, la contre-étiquette. Et donc, par exemple, les maisons qui vont souvent vendre en Chine auront tendance à avoir des étiquettes qui sont plus simples. Pour alléger la contre-étiquette derrière. Parce que si on a par exemple un petit texte, ce qui était le cas sur d'anciennes étiquettes de Mouton Cadet par exemple, il y avait un petit texte à traduire, du coup il faut que le texte soit traduit au dos, tout de suite ça fait encore une contre-étiquette encore plus chargée. Donc là on a l'exemple de la Chine, j'imagine au Japon aussi, j'imagine que les infos obligatoires à mettre diffèrent selon les pays, mais du coup est-ce que il y a des informations à rajouter obligatoirement pour le marché japonais dont on n'a pas besoin pour la France, ou inversement des informations qu'on a en France dont il n'y a pas besoin au Japon. Et là tu parlais du cas de la Chine où il faut traduire l'étiquette frontale vers la contre-étiquette. Est-ce que ça veut dire que si on enlève des infos pour alléger l'étiquette, on enlève des infos et en fait ça gêne pas le marché chinois? Il y a info et info. Quand ça va être pour tout ce qui va être mention légale, de toute façon ça va être spécifique au pays. Et il y a aussi
les volontés selon et la capacité aussi financière, parce que ça représente un investissement, par exemple, d'avoir des contre-étiquettes qui sont spécifiques pour chaque pays. D'accord. Certains producteurs ne font que demander à leurs importateurs de sticker en fait un truc en plus au dos qui rajoute en fait toutes les mentions légales. Ça va être par exemple de spécifier qu'il y a de la vitamine C dans les vins blancs par exemple. Ça va être d'apposer le logo du pays pour les femmes enceintes ne sont pas censées boire, etc. Ce genre les mineurs ne doivent pas boire, etc. Ce genre de mentions-là, en fait, selon les pays, il faut ou pas les mettre. Et en plus, ils ont leurs propres informations, leurs propres logos à inscrire. Et pour les libeller Ouais. Pour le Japon, il faut notamment aussi inscrire que quand il y a du plastique dans la capsule, par exemple, il faut que ce soit inscrit sur la contre-étiquette. Donc, il y a certaines informations comme ça qui sont censées être ajoutées, qui ont un sens ou non selon les pays. Est-ce qu'il y a un élément, ou deux, enfin, peu importe, mais qui t'avait choqué, justement sur les éléments à inscrire de différents, en fait, entre la France et le Japon, quand vous faisiez venir les vins depuis la France vers le Japon, et est-ce qu'il y avait des choses qui coinçaient, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter ou à enlever qui t'avaient marqué ou pas particulièrement? Du coup, quand nous on travaillait... quand moi je travaillais encore chez Baron Philippe, les contre-étiquettes elles étaient développées avec l'importateur directement. D'accord. C'était la volonté en fait de Baron Philippe d'investir dans ce genre de packaging pour avoir quelque chose de vraiment qui fait propre. D'accord. De ne pas avoir une étiquette de coller au-dessus de la contre-étiquette. Ok. Ouais. Et d'avoir donc une contre-étiquette avec l'importateur qui est mentionné dessus. D'accord. Avec donc toutes les informations dont on parlait de femmes enceintes, etc. Parce qu'en France, on a la loi E20, où il faut mentionner que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire au Japon ? Non, mais après, ça va être vraiment au niveau des informations dont je parlais tout à l'heure, au niveau du contenu. D'accord. Ça va être notamment... les cépages doivent être inscrits dans l'ordre de quantité des quantités. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on est sur un blend qui est principalement du merlot, il faut que le merlot arrive en premier. Ça, c'est pas le cas en France ? Non, c'est pas le cas. Alors, quand moi, je m'en occupais des contre-étiquettes, en tout cas, c'était pas le cas en France et c'était pas le cas partout. D'accord. Ça pouvait être juste de parler de tous les cépages qui étaient à l'intérieur, regardless de l'ordre dans lequel... Ok. Parce que du coup, ça a un impact, notamment sur certaines références dont l'assemblage évolue selon les années. D'accord, oui. Idéalement, tu gardes la même contre-étiquette, tu changes juste le millésime. Autant, du coup, si l'assemblage change suffisamment drastiquement pour qu'en fait il y ait les mêmes cépages mais pas dans le même ordre, du coup il faut tout réimprimer pour le Japon. Et puis dernier point du coup, c'était sur les étiquettes de Château Mouton, qui ont une particularité. Tout à fait. Dont Alice va nous parler. Moi je suis arrivée chez Baron Philippe du coup en 2011. C'est l'étiquette de Anish Kapoor qui est sortie pour le millésime 2009, qui est un superbe millésime. Au passage, du coup là on parle de Château Mouton. Château Mouton, c'est le vin le plus haut de gamme de chez Baron Philippe de Rothschild. Ouais. Ok. Ouais, c'est un premier grand cru classé. Pour la petite histoire, en fait, Château Mouton a été acheté en 1853 par un monsieur qui s'appelle Baron Nathaniel de Rothschild. Et au moment de la grande classification des vins du Médoc, Château Mouton a été classé en deuxième grand cru. Et à cette époque-là, en fait, le baron Nathaniel n'avait pas particulièrement d'action sur le vignoble. Il en était propriétaire, mais ne faisait pas particulièrement de travail sur les vignes lui-même. D'accord. Baron Philippe, qui est arrivé donc plus tard, qui était son petit-fils, a décidé en fait, quand il avait une vingtaine d'années, d'aller s'installer à Pauillac, là où donc on trouve Château Mouton, parce qu'il était persuadé en fait qu'avec le terroir de Château Mouton, on pouvait en faire un premier grand cru. D'accord. Et donc il a énormément travaillé sur la fabrication de Château Mouton. Il a mis en place donc la mise en bouteille au château.
Et un énorme travail donc, sur tout ce qui était fait pour améliorer donc, la qualité de l'assemblage et des vins avec ce terroir qui pour lui justifiait un premier grand cru. Les classifications des médocs a jamais été revue depuis 1855, juste une fois. Ok. En 1973, où du coup en fait Château-Mouton a été réévalué en tant que premier grand cru. Okay. Et ça a été la première et la dernière fois que pour cette classification une réévaluation. Une réévaluation qui soit arrivée. Avant ça, en fait, les étiquettes étaient donc mises en place par les négociants. Les négociants. Baron Philippe a essayé de changer d'étiquette et ça a été pas très très bien reçu parce que du coup c'était trop nouveau. Et en 1945, il décide en fait à l'occasion de la victoire des Alliés de faire une étiquette commémorative avec le lever de victoire. Et là, gros succès. Et à partir de 1945, en fait, les étiquettes vont changer tous les ans. Il fait appel en fait à des grands artistes qui sont aussi vraisemblablement ses amis. Des petits croquis, ça va être des plus grosses œuvres. Et en fait, tous les ans, un artiste de renommée internationale collabore pour créer une étiquette qui soit sur le thème du vin, sur le thème du plaisir de consommer du vin, de partager, et potentiellement sur le thème de mouton. Selon les années, on voit vraiment qu'il y a une influence de l'un ou de l'autre. Par exemple, 1999, c'était un mouton qui expulsait un des 9. Donc là, typiquement, c'était vraiment clairement sur Château-Mouton. Pour Anish Kapoor, c'est une étiquette qui est très très impactante, en rouge et en noir. C'est très très profond. Clairement, Château-Mouton là, c'est pas sur l'image de mouton du tout. On est sur l'étiquette de Liofan de 2013, c'est pareil. On est vraiment sur les tons du vin, les couleurs du vin, la profondeur, etc. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de voir comment, pour un même vin, chaque artiste, en fait, a envie d'exprimer... amène sa touche. A envie d'exprimer autre chose. Et chaque année, donc... fin novembre, début décembre, est annoncée donc l'illustration pour le millésime à sortir. Et donc on découvre ça avec toujours beaucoup de plaisir. Quand moi j'étais chez Baron Philippe, c'est pareil. En fait, personne n'est au courant. En fait, c'est un grand secret. Donc en fait, on découvre ça grosso modo en même temps que les consommateurs. Et c'est superbe de voir des artistes hommes, femmes du monde entier qui sont célébrés. Et puis de voir aussi l'engouement des pays quand un artiste de leur pays est sélectionné. C'est les seuls Château-Mouton à faire des étiquettes en collaboration avec des artistes qui changent tous les ans ? Ça, c'est quelque chose que seul Château-Mouton doit avoir de vraiment systématique. Après, on voit de plus en plus maintenant des collaborations avec des artistes pour illustrer les étiquettes, mais quelque chose qui... En plus, là, on parle d'un grand vin. C'est vrai que de manière générale, les grands vins ne changent pas d'étiquette tous les ans. Oui, parce que justement, on revient à l'histoire de storytelling, on revient à l'image impactante, que ce soit du domaine, du château. C'est-à-dire que quand effectivement on achète une bouteille 500 €, 1000 €, on a aussi envie d'être rassuré sur la stabilité du produit. Et du coup, de manière générale, les maisons ont tendance à garder une même étiquette, parce que du coup, c'est vrai que ça traduit de l'héritage, ça traduit de... C'est un parti pris qui est, je pense, qui était à l'image de Baron Philippe, et puis même de la famille Rothschild, de manière générale, cet amour pour les artistes, pour les arts en général. Oui, c'est des associations qui sont propres aux producteurs. On a fait à peu près le tour de ce dont on voulait parler, je pense. De notre point de vue, clairement, les étiquettes sont influencées par le message que les producteurs aujourd'hui souhaitent faire passer, mais ça peut aussi être le message que distributeurs et ou négociants qui produisent encore des étiquettes souhaitent faire passer. On a vu qu'effectivement les tendances étaient différentes selon les pays, et que les producteurs doivent se plier à un certain niveau, à ce qui est attendu. Si vous avez des étiquettes favorites ou des petites histoires autour
de branding, notamment de vin, parce que là on parle de vin, n'hésitez pas à nous en faire part, on sera contente d'avoir un peu vos retours. Et puis... Quelles sont les formes de bouteilles que vous appréciez Oui, parce qu'après on a parlé uniquement des étiquettes, mais on pourra aussi faire un autre épisode sur juste la forme des bouteilles peut-être, le packaging. Un autre aspect, ouais. Parce que là on le voit sur... le petit magazine que Mathilde nous a ramené de France. Mais effectivement, en fait, il y a plein de formes de bouteilles différentes. Des bouteilles bordelaises, bourguignonnes, etc. Voilà, ça va conclure notre épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous suivre. Puis à la prochaine. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.